Nous accueillons Stéphane au 39 21. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Stéphane? Alors, je ne vais pas vous dire le lieu exact D'accord, d'où j'appelle pour des raisons de sécurité. d'accord. Je veux simplement vous dire que je suis quelque part dans le département de la Charente, Oui, avec un lieu très connu, mondialement connu pour ses eaux de vie que vous connaissez certainement, probablement, hein, pas très loin de Cognac, on va dire, voilà, d'accord, très bien. quelque part. Voilà. Et quel âge avez-vous Stéphane? J'ai 54 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène? Dites-moi. Eh bien, je tenais à faire part de mon expérience qui a été assez douloureuse et qui la demeure encore aujourd'hui, Oui, car je suis un professeur d'histoire-géographie qui, en décembre 2020, a eu des menaces à caractère islamiste de la part d'une mère d'élève qui m'a fait comprendre ouvertement que je pouvais subir le même sort que Samuel Paty. Et depuis cette date-là, ma vie n'est plus tout à fait la même, à la fois sur le plan professionnel comme sur le plan personnel. mhm, Et cette expérience est particulièrement douloureuse sur le plan émotionnel, sur le plan de la sécurité personnelle, et puis sur le plan général, quoi. Et donc j'ai perdu mon poste fixe à Cognac, puisque c'est arrivé à Cognac. Suite à cet incident. Oui, 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 suite à cette menace, puisque ma hiérarchie, hélas, ne m'a pas soutenu. Alors, Il vous m'a un savez peu, ce qu'on va faire, Stéphane? On va oui, d'abord remettre dans le contexte ce qui vous est arrivé, tout à fait, avant justement de parler du soutien ou du non-soutien de votre hiérarchie et justement tout à surtout fait, toutes les conséquences que tout cela a eu sur vous. tout à fait. Vous êtes prof d'histoire-géographie, donc pour quel type de classe? De collège, de la D'accord, sixième à la troisième. Voilà, donc à l'époque où les faits sont arrivés, donc ça s'est passé dans un collège de Cognac, et j'ai remarqué ces dernières années une montée de l'islamisme radical chez certains de mes élèves ah ouais. dans ce quartier de Cognac. Comment est-ce que vous avez remarqué ça? À travers quel type de comportement ou de signes? Alors, il y a ce qu'on appelle des signaux faibles et des signaux forts, si vous voulez. Oui, Alors, je vais commencer par les signaux faibles, hein. Ce sont des remarques en cours sur la remise en cause un petit peu, par exemple, de la véracité de la Shoah, par exemple, hein. Ou alors des remarques de la part de certains élèves concernant de la validité et de la pertinence de la laïcité en France, cette remise en cause de la séparation de l'Église et de tout ce qui est religieux et de l'État. Également, dans les cours de récréation, des Allahu Akbar qui retentissent sans que les surveillants aient pour consigne d'intervenir. oui, Et puis il y a aussi, si vous voulez, les événements qui se déroulent à l'extérieur de l'établissement scolaire, ils oui. rentrent à l'intérieur. C'était le cas des attentats. Après les attentats de Charlie Hebdo en janvier 2015, hein, donc ça a été un petit peu le tournant. Vous étiez en poste, dans cet, Ouais, même, oui, oui, établissement? oui. J'étais en poste dans cet établissement. Je suis resté en poste dans cet établissement pendant 14 ans. Alors D'accord, croyez-moi que je sais de quoi je parle. ouais. Quel a Et été justement, parlez-nous, avant que nous venions, sur l'incident, oui, parlez-nous justement des réactions, de certains de vos élèves par rapport à ces attentats. oui. Il était, normalement, prévu à la rentrée après cet attentat horrible contre nos confrères de Charlie Hebdo de chanter la Marseillaise, en tout cas d'observer une minute de silence, me semble-t-il. Oui. Qu'est-ce qu'il en a été dans votre établissement? Globalement, ça a été suivi. Il y a eu 2 refus. Voilà. Il y a eu 2 refus de reconnaître la validité, la véracité de ces attentats en janvier 2015. Et consécutivement à ces attentats, on a vu un gamin arriver dans la cour de l'école avec un bandeau sur la tête
avec des inscriptions, des caractères arabes. Oui. Et il avait une Kalachnikov en jouet avec lui. Et dans la cour de dans les horaires de récréation, on a vu ce gamin qui s'amusait à tirer sur ses camarades, qui jouait le jeu, hein, il pensait que c'était un jeu, hein, et en poussant haut et fort des cris à la Wagner. Quel Alors âge ça nous avait, a choqués. quel âge avait ce gamin? Alors c'était un gamin de niveau 5e. Cinquième, donc ça veut dire qu'il avait 12 ans à peu près. Oui, à peu près, ouais. Mhm. Voilà. Hein, Croyez-vous 11-12 ans, croyez-vous d'accord. que ce garçon ait mis à l'époque son turban là ou son bandeau autour de la tête Ouais. juste avant d'entrer dans la classe, ou il est parti de chez lui comme ça? Non, c'est-à-dire qu'en fait, tout était dans son sac. Il s'est D'accord. introduit dans l'établissement, alors qu'on n'a rien pu faire, hein, parce que bon, on peut pas fouiller les Bien sûr. cartables des élèves, c'est interdit, hein, ce qui est normal. Et il a ressorti ça pendant les horaires, enfin les moments de récréation, et donc ce sont nos surveillants qui l'ont surpris à faire ça. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est de voir la réaction du chef d'établissement, qui est quand même assez préoccupante, quoi. Hein. Parce que le gamin a été convoqué par le chef d'établissement à l'époque, et après, Entendu on parler n'a de plus rien. entendu parler de rien. Mhm. C'est-à-dire que le gamin, il est revenu le lendemain, on a demandé ce qui a été dit, notre chef d'établissement a refusé de nous répondre, d'accord, et pas de vague. C'est le pas de vaguisme qui le remportait, si vous voulez. D'accord. Et bon, j'ai eu d'autres faits relevés. Il m'est arrivé de m'être accroché justement avec un de mes élèves de 3e, parce que je parlais de l'opération Barkhane, dont vous savez les objectifs au Mali, au Niger, etc., et la raison pour laquelle notre présence militaire est sur place. C'est celle de Et combattre, encore une fois, l'islamisme et les groupuscules le terroristes. terrorisme islamisme, Mhm. voilà. Hein. Et j'étais en train, dans un cours sur la défense nationale, d'expliquer les buts et les objectifs de cette opération militaire et du succès qu'elle remportait, puisqu'effectivement, à la base aérienne 709 de Cognac, il y a un escadron de drones de reconnaissance qui est en opération là-bas. Et il se trouve que j'étais en contact avec le colonel qui commandait la base à l'époque, qui m'avait invité à aller voir de voir le premier décollage d'un de ces appareils. Et j'avais décidé de créer une classe spécifique pour mettre en œuvre la relation entre l'armée et la nation et faire découvrir à nos jeunes ce que c'était que les métiers de la défense. Et donc j'étais en train de développer pendant mon cours ce conflit de type asymétrique. Et à la fin je voyais bien qu'il y avait quelques élèves musulmans dans la classe, que ça embarrassait lourdement. Il y en a un en particulier qui était visiblement en colère et qui rongeait sa colère sans trop la montrer, mais je l'avais repéré. Et à la fin du cours, il vient me voir, ça avait sonné, tout le monde était sorti, sauf lui, il vient me voir, et il me déclare très fermement, de toute façon, vous couperez une tête, mais il en repoussera une autre toujours. Et il est parti en claquant la porte. Je n'ai pas eu le temps de lui de le rattraper et de lui demander de s'expliquer sur ses propos. Alors j'ai fait un rapport hein, là-dessus, hein, et je n'en ai plus jamais entendu parler. Mhm. Voilà. Et donc ça, c'est des signaux qui trompent pas. C'est-à-dire qu'on a, si vous voulez, alors il faut bien comprendre une chose. Hein. Ce ne sont pas tous les musulmans qui résident dans ce quartier. C'est juste un noyau. Parce qu'il faut y être clair sur ce point-là. Je veux dire, tous les musulmans de ce petit quartier, si vous voulez, hein, ne sont pas les tenants d'un islamisme traditionnel. Mais ce que je sais, et c'est deux de mes élèves qui me l'ont dit, il y a un courant salafiste un noyau salafiste qui est dans ce quartier, dont je sais qu'il est sous surveillance parce qu'il y a des fichiers S pour radicalisation. Mhm. Et il y a, dans ce noyau salafiste, il y a deux courants. Il y a un courant quiétiste et un courant plus politique. Et c'est ce courant plus politique qui pose des problèmes. Parce que les quiétistes, comme vous le savez probablement, ils prônent une religion qui est à caractère pacifiste. Donc, visiblement, ils
serait sans danger. Mais je rappelle quand même que le salafisme, pour vos auditeurs, c'est un courant qui est issu du wahhabisme en Arabie Saoudite et qui prône la destruction de l'État d'Israël. Faut pas l'oublier, ça. Et qui prône la charia. Et qui prône la charia. Voilà. Et donc, plusieurs fois, j'ai signalé ces faits jusqu'à l'événement de la tragédie du meurtre de Samuel Paty. Où là on a basculé à un véritable tournant. Oui. Puisque lorsque il y a eu l'assassinat de mon collègue d'histoire de Conflans-Sainte-Honorine, j'ai fait un travail avec mon collègue d'histoire sur la laïcité, la liberté d'expression, conformément aux consignes que nous avait donné le ministre Blanquer juste après les événements. Évidemment, on sait ce qui s'est passé par la suite. Ce travail a été complètement détruit par notre cher ministre, puisqu'il s'agissait plus que de faire simplement une minute de silence, et puis ça suffirait, inutile d'aller plus loin. Alors moi, j'ai pas voulu en rester là, si vous voulez. Moi, j'ai voulu continuer. Enfin, j'ai essuyé des réflexions au moment de la minute de silence ou après la minute de silence, quand j'ai entamé un dialogue avec mes élèves. J'en ai un qui m'a déclaré, mais j'en ai rien à foutre de ce type. Je le connaissais pas. Oui. Ou j'ai eu une élève de 6e qui m'a dit mais c'est normal qu'il soit mort puisqu'il a insulté le prophète. Vous voyez, donc c'est très gênant d'entendre des gamins qui comprennent à peine ce qu'ils racontent. Tout à fait. Et qui répètent ce qu'ils entendent à la maison, surtout. Tenir ce type de propos. Mais ça traduit une certaine réalité que vous vivez, que vous avez vécu vous en tant que professeur. Donc, complètement. Que s'est-il passé donc exactement pour que vous subissiez des menaces de mort? Alors, c'est suite justement à cette journée de commémoration, aussitôt le meurtre de Samuel Paty. En fait, ça s'est passé le 16 décembre 2020. En fait, il y avait un double problème, si vous voulez. Alors, le premier problème, c'est que dans une classe de 3e, j'avais quelques élèves musulmans, assez peu dans cette classe-là, il y en avait 2 ou 3. Et je donne un devoir d'histoire à faire sur les persécutions du Troisième Reich vis-à-vis de la communauté juive allemande. Et il se trouve qu'une élève musulmane refuse de répondre à ce devoir. Elle me met quasiment rien sur la copie, ou répond complètement à côté, enfin quelques lignes simplement, et donc je suis dans l'obligation de lui mettre un 0 sur 20. Alors j'étais un peu gêné quand même, parce que bon, c'est dur une note comme ça. Et donc je vais m'expliquer auprès d'elle, je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas appris ta leçon? Qu'est-ce qui s'est passé? Et elle refuse de me répondre. Elle reste dans le mutisme complet. Une heure après, donc je libère la classe après avoir fait la correction, et le lendemain, j'ai mon collègue prof de sport, il vient me voir, il me dit écoute, la gamine là en question, là, elle est en train de dire à tout le monde là dans le collège que tu es un prof raciste et que tu as tenu des propos islamophobes à son encontre. Alors il m'a dit attends-toi à des problèmes. Écoute, je sais ce que j'ai dit, j'ai jamais tenu de propos racistes ou ni anti-musulmans, c'est complètement faux. Là vraiment je comprenais pas quoi. Et effectivement, la mère m'envoie un mot sur le carnet de correspondance de cette jeune fille, me demandant une entrevue. Oui. Donc cette entrevue a lieu le 16 décembre 2020. Et elle arrive, on s'installe dans la salle des professeurs, conformément à ce qu'on fait régulièrement. J'avais 2 collègues professeurs qui étaient à côté, qui ont tout entendu. Et d'entrée, la conversation s'engage par des accusations de racisme contre moi. Mais immédiatement. La mère m'accuse ouvertement d'être je cite, un sale prof raciste et islamophobe. Elle a ajouté que je harcèle sa fille à cause de ses mauvais résultats. Et à ce moment-là, elle évoque l'affaire de Samuel Paty. Et elle fait le lien entre mon enseignement et le meurtre de mon collègue de Conflans-Sainte-Honorine. Et elle a ajouté que j'en faisais trop autour de ce meurtre.
Et là, j'avais pas eu le temps de répondre parce qu'elle s'est emballée dans sa colère. Le ton se fait colérique et elle s'est levée et elle a pointé son index dans ma direction et m'a dit sachez ce qui est arrivé à Samuel Paty. Et elle a ajouté un sale prof raciste derrière. Alors, ça a été une diatribe d'une violence absolument inouïe, parce qu'elle criait dans la salle des professeurs. J'ai eu un mal fou à la raisonner. Et j'ai dit, bon, écoutez, vous allez repartir, d'accord. Vous tenez des propos outrageants à l'égard d'un professeur dans l'exercice de ses fonctions. Et chère madame, je vais porter plainte. Et Qu'est-ce qu'elle a j'étais un peu en répondu? état de choc, quoi. Elle a répondu qu'elle n'en avait rien à foutre, qu'elle écrirait au rectorat, qu'elle écrirait à l'inspection académique, qu'elle aussi apporterait plainte contre moi pour me supposer propos racistes, alors que, évidemment, il y en a jamais eu. Alors j'étais en état de choc et j'ai eu le réflexe de m'isoler tout seul, quelque part, pour reprendre un peu mes esprits. Entre-temps, cette dame est reçue par le chef d'établissement. Et elle s'entretient avec le chef d'établissement en mon absence. C'est démentiel, quoi. Je subis une agression verbale. Hein. Le chef d'établissement, au lieu de faire venir les deux parties pour qu'on puisse s'expliquer calmement, lui n'a le réflexe que de consulter que cette personne. C'est ahurissant. Oui. Et c'est totalement sidérant. Et Bah, alors, en tout cas, ça n'est pas réglementaire. ce n'est pas réglementaire, parce que j'aurais dû être présent au moment des faits. Mais ça ne s'est pas fait comme cela. Il ne m'a rien dit. Je précise qu'il ne m'a rien dit. Et moi, je ne pouvais plus rester parce que j'étais en état de choc. Donc, j'ai demandé une autorisation de sortie pour aller voir mon médecin, parce que j'étais vraiment dans un état d'anxiété aiguë, ce qui a été validé par mon médecin dans mon cabinet médical, qui m'a prescrit un arrêt maladie. Et l'affaire en est restée là. Le lendemain, donc je ne vais pas en cours, je reste chez moi. Mon chef d'établissement me rappelle et me demande d'envoyer rapidement l'avis d'arrêt de travail. Point. Un point, c'est tout. Et rien d'autre. Il ne demande pas de On ne me bonnes demande pas nouvelles. si je vais bien. Ouais. On ne me demande pas si je vais bien, si je vais mal, comment allez-vous. Rien de cela. Et arrivent les vacances de Noël. Et là, c'est les vacances. Donc, je reprends un peu mes esprits pendant les vacances. Je rédige un rapport quand même très complet sur les faits. J'ai porté plainte évidemment au commissariat de Cognac. Je joins la plainte Cognac. Et tout ce dossier doit partir au rectorat. Je lui transmets le rapport au mois de janvier, à la rentrée. Et j'attends le résultat. Je demande au rectorat de Poitiers de m'accorder la protection fonctionnelle des fonctionnaires lorsqu'ils sont menacés dans l'exercice de leurs fonctions. J'ouvre une parenthèse. Le proviseur est tenu de faire un rapport, mais que le professeur incriminé dans cette affaire n'a pas le droit de consulter. C'est réglementaire. C'est-à-dire que j'ai été menacé de mort dans l'exercice de mes fonctions. Le chef d'établissement rédige un rapport que moi-même je n'ai pas le droit de consulter. Mais quand vous dites que c'est réglementaire, donc c'est le rectorat, ce sont les règles du rectorat. Ce sont les règles du rectorat, ce sont les règles administratives de l'éducation nationale. C'est un système qui est véritablement moyenâgeux, quoi. Et qui en dit long, si vous voulez, sur la confiance que fait l'éducation nationale à ses enseignants. Ça en dit long. Hein. D'accord. Oui, donc je n'ai jamais vu ce rapport de mon chef d'établissement. Je ne sais absolument pas ce qu'il a écrit sur moi. D'accord. Et à l'heure où je vous parle, 1 an et demi après, je ne sais toujours pas. Donc j'ai eu la réponse le 25 février, c'est-à-dire que j'ai repris le 8 janvier. Ce n'est que le 25 février que je reçois une réponse du rectorat. Un mail laconique qui me dit « On vous accorde la protection fonctionnelle. Point. » Qui se traduit par quoi ? C'est tout ? Qui se traduit par quoi la protection fonctionnelle ? Alors là, j'explique à vos auditeurs ce qu'est la protection fonctionnelle. C'est lorsqu'un fonctionnaire de l'État est outragé ou menacé, celui-ci porte plainte, l'État
comment dire, a le devoir de prendre en charge une partie des frais d'avocat par le plaignant. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que l'État s'engage à aller au secours du fonctionnaire pour prendre en charge une partie de ses frais d'avocat. En gros, c'est ça. Voilà. C'est la protection fonctionnelle. C'est une loi de 1982 ou 83. Mais c'est tout. C'est une disposition administrative. Entre-temps, moi, je continue à venir. Je continue à venir à l'école. Il faut savoir que cet établissement scolaire est dans un quartier où il y a un groupuscule salafiste. Il y a de nombreux fichiers S, et ça, j'en ai eu la confirmation de sources policières, d'accord. Et donc, inutile de vous dire que tous les matins, quand j'y allais, j'étais pas tranquille, quoi. Et j'ai aucune protection. Je n'ai absolument aucune protection. Comme Samuel Paty n'en avait aucune. Comme Samuel Paty n'en a jamais eu aucune. Et toute cette affaire a duré comme ça jusqu'au mois de juin. Jusqu'à ce que, excédé du peu de réaction à la fois de ma hiérarchie et puis du peu d'empressement aussi de la police aussi de consulter mes deux témoins. Je rappelle quand même que au lendemain de cette affaire, il y a un seul témoin qui a été audité par la police et 4 mois plus tard, le deuxième témoin n'a pas été audité. Alors là, j'étais excédé, j'ai contacté le journal Valeurs Actuelles. J'ai écrit à d'autres journaux, j'avais écrit au Point, au Figaro, au journal Valeurs Actuelles, et c'est Valeurs Actuelles qui m'a répondu, qui ont été intéressés à cette affaire-là. Valeurs Actuelles, qui est plutôt un journal de tendance droite. Très à droite. Hein. Très à droite. Ouais. Droite ferme, quoi. Voilà. Droite ferme. Voilà. Mais pas un journal d'extrême droite. Hein. Mais c'est un journal de droite dur. On peut le reconnaître. Ceci étant dit, ils ont été les seuls à me répondre, d'accord. Et je dis pourquoi pas. Donc, ils ont publié un article le 10 juin 2021 relatant toute cette affaire. Et alors, comme par hasard, c'est à ce moment-là que la police de Cognac a décidé de réagir et de consulter mon deuxième témoin. Ah, quand même étrange, quand même extraordinaire. Et, il y a d'heureuses coïncidences. Il y a des heureuses coïncidences. Et le dossier a été tout de suite bouclé et transféré au procureur de la République d'Angoulême. Entre-temps, je fais, grâce à Valeurs Actuelles aussi, j'ai fait une vidéo sur YouTube qui a été vue presque plus de 200 000 fois. Et j'ai eu le soutien de beaucoup de gens via les réseaux sociaux. Ce qui vous est arrivé est purement scandaleux. L'élève aurait dû être exclue. Ah oui. Elle aurait dû être exclue pour être à l'origine des mensonges qu'elle a dit. C'était une élève de quelle classe? Vous m'avez dit 5e? De 3e. De 3e. Mais attendez, j'ai une mère de famille qui m'a contacté, une mère de famille que je connais bien, qui m'a contacté pendant cette affaire. Et elle m'a dit, mais écoutez, monsieur Stéphane, j'ai quelque chose à vous dire. Elle est allée dans un spectacle à Cognac et elle entendait deux jeunes filles discuter derrière elle, qui faisaient partie de cette classe que j'avais où les faits me sont arrivés. Et ce qu'elle a entendu l'a sidérée. Elle me l'a dit. En fait, il y a une des élèves qui disait à son amie, qui étaient tous deux dans la même classe, que cette jeune fille musulmane qui avait prétendu que j'avais eu des propos à caractère raciste et islamophobe avait totalement menti sur toute la ligne. Cette histoire avait été purement inventée par elle. Mmh. Et que, d'après cette jeune fille qui allait assister au spectacle, comme cette mère d'élève me l'a confirmé, toute cette histoire était un pur mensonge. Ça ressemble trait pour trait à l'affaire de Samuel Paty. Si vous vous souvenez bien, de l'affaire de Samuel Paty, c'est parti d'une élève qui a prétendu avoir été choquée par des caricatures qui ont été présentées par Samuel Paty. Or, elle a menti sur toute la ligne. Quoi? Je me souviens parfaitement. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a dit, Laurent? Non, mais
On est exactement dans la même configuration, vous avez raison. Ce qui est très étonnant dans votre histoire, mais on va continuer d'en parler, c'est qu'on a exactement les mêmes paramètres euh, après avoir vécu ce type d'accident tragique. Vous restez avec moi, Stéphane, on va laisser passer l'info sur Europe et puis on se retrouve dans quelques Entendu. instants. D'accord, à tout de suite. 23 heures passées de 4 minutes, et si vous nous rejoignez maintenant, chers amis, vous êtes sur la libre antenne d'Europe 1 et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez composer le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire au 7 39 21, suivi du mot nuit écrit en lettres majuscules, suivi d'un espace, pour témoigner, pour commenter ce que vous écoutez à cette antenne. Sur cette antenne, pardon. Depuis le début de l'émission, nous sommes avec Stéphane. Stéphane qui nous raconte en 2020 avoir subi des... non, c'est en 2000. Stéphane, rappelez-moi la date parce que j'ai un petit doute là. Ouais, le 16 décembre 2020. Oui, c'est ça, 2020. Donc, vous avez subi donc des menaces de mort de la part d'une mère d'élève, et vous nous racontiez dans la première partie de cette émission, malgré deux témoins de cette scène, avoir vu hiérarchie et enquête de police réagir de la manière la plus lente qu'il soit, avant que vous écriviez donc au journal Valeurs Actuelles, journal de droite dit dur, en tout cas ferme, qui a visiblement déclenché une prise de conscience. Alors, que s'est-il passé à partir de ce moment-là exactement ? Est-ce que des sanctions ont suivi pour cette mère de famille et surtout pour cet élève, puisque vous nous racontiez qu'une mère d'élève, vous avez raconté que sa fille avait été témoin d'une discussion où finalement on était dans les mêmes circonstances que pour Samuel Paty, avec une élève qui avait tout inventé et finalement sûrement induit sa mère en erreur. Alors, induire sa mère en erreur, ça, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la fille n'a jamais été renvoyée de l'établissement. Elle n'a jamais été inquiétée, elle n'a jamais été sanctionnée. Elle n'a jamais eu C'est même elle qui, c'est 3 jours elle-même qui voulait. d'exclusion, rien ? Non, non, elle n'a eu aucun jour d'exclusion, elle n'a rien eu, aucune sanction. Carrément Bah, incroyable. ça veut dire que le chef d'établissement ne voulait pas de vague. Hein. C'est surtout pas de vague. C'est une affaire qui est tellement sensible que surtout pas de vague. D'ailleurs, Voilà, le chef surtout pas de vague d'établissement, parce je que en précise qu'il fait ne on voulait pas me craint. rencontrer. Hein. Voilà, le chef d'établissement préfère faire le toutou en fait devant Oui, de tels agissements pour pas avoir de vague. absolument. Ça veut dire quoi, pas avoir de vague ? Ne, Pas avoir de ne vague, pas faire de vague, c'est-à-dire ça veut dire ne pas ne pas déclencher la soulever colère des extrémistes et donc des salafistes là-bas qui d'une font la part, loi. et puis d'autre part, surtout, et aussi, c'est important, ne pas faire de vague vis-à-vis de sa hiérarchie, si vous voulez. C'est-à-dire vous savez que les chefs d'établissement, ils ont une notation administrative. C'est très important pour leur mutation et pour leur plan de carrière. Et donc, si il y a la moindre affaire regrettable, entre guillemets, qui apparaît, c'est leur notation administrative qui en prend un coup. Et donc, pour eux, c'est surtout pas de problème. On veut pas de problème, on veut pas de vague. Alors, ce qui était extraordinaire, c'est que dès qu'ils me voyaient dans le couloir, ils faisaient demi-tour et ils foutaient le camp. Ils me fuyaient, quoi. Et comme on peut pas faire réaction plus lâche que cela. C'est quand même ahurissant. L'adjointe, elle aussi, voulait pas en entendre parler. Donc, à aucun moment, elle m'a demandé si j'allais bien ou pas. Alors que je venais quand même tous les matins à faire mon boulot, à faire mes cours, et même, j'ai pas hésité un instant à présenter, même après les faits, à présenter des caricatures de Charlie Hebdo, et j'ai fait mon boulot jusqu'au bout. Jusqu'à ce que l'article de Valeurs Actuelles apparaisse en juin, où là, j'ai dû me mettre en arrêt de travail, parce que je me suis exposé avec mon nom, ma photo sous le journal. J'ai voulu imiter un professeur de philosophie qu'on connaît, à Trappes. J'ai voulu un peu faire comme lui. J'ai trouvé ce garçon extrêmement courageux. Hein, je parle ici de Didier Lemaire, qui
qui a connu des faits un peu différents des miens, mais il a eu les menaces de mort. Et je me suis dit, j'ai trouvé ce garçon extrêmement courageux, et je me suis dit, il faut pas laisser passer ça, il faut en parler à la société, il faut en parler il faut donner le plus d'audience possible à des histoires comme celle-ci, parce que depuis cette affaire de Samuel Paty, cette tragédie, il y a de nombreux collègues qui ont été menacés, qui continuent à l'être Exactement, encore. exactement. Et le drame, c'est que malgré les déclarations de bonnes intentions du ministre Blanquer, rien n'est fait derrière. Rien ne suit. Mais pourquoi, encore une fois? Parce que aujourd'hui, vous avez un discours qui est prôné par un ministre, et puis sur le terrain, des chefs d'établissement qui ont peur. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas suivis par leur hiérarchie eux-mêmes. Je vais vous Voilà. dire, parce que euh, les rectorats partout en France ne suivent pas. Il y a une espèce de lenteur en même temps que peut-être, je ne sais pas. Hein, je ne peux pas porter d'accusation précise puisque on, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, des professeurs qui ont été menacés, nous en avons déjà eu sur cette antenne, et revient à chaque fois le, le comportement inerte de la hiérarchie. J'ai du mal à croire qu'aujourd'hui en France, on a peur des vagues. Quelle vague? Je veux dire, aujourd'hui, on est en France avec une police républicaine, une justice, et qui peut très bien inquiéter ce type de comportement comme vous en avez été la victime. Je veux dire, cette dame, elle aurait dû être mise en garde à vue, ce que finalement le commissariat de Cognac a daigné ne pas faire, hein, visiblement. Euh, Alors, Ce qui veut dire, je précise qu'elle a été quand même convoquée au commissariat pour s'expliquer, mais ça n'a pas été plus loin. Hein. elle vous C'est a tout. menacé de mort. Voilà. On est d'accord. On est d'accord. Les deux témoins ont confirmé vos On dires. confirmait. On Bon, confirmait. donc quelqu'un qui menace de mort dans un cadre comme celui-là, en évoquant en plus, parce que c'est honteux d'évoquer ça, vous voyez, pour tout Français qui se respecte, un professeur a été horriblement assassiné pour juste sa conscience professionnelle. En plus, on sait que Samuel Paty avait pris d'extrêmes précautions avant de parler encore une fois, de ces caricatures qu'il allait montrer en classe en disant que si ces caricatures pouvaient choquer certains, ils pouvaient sortir de la classe. Donc voilà. Après, on peut avoir une idée sur les caricatures. Je vous précise que je ne suis pas spécialement d'accord avec ce genre de choses. Mais Ah, mais vous en avez tout à fait le droit. mais Tout à fait, tout à fait. je pense qu'il y a des limites à pas franchir. Mais on est là sur la liberté d'expression, Tout à fait. valeur à ne pas remettre en cause et que je ne remets pas en cause. Mais certaines choses me gênent. En ce qui concerne Samuel Paty, il avait respecté tous les codes. Absolument. Et ce dont il a été victime est bien évidemment horrible et on devrait avoir une tolérance zéro pour ce type de comportement dont vous avez été victime. Or, on peut Malheureusement, constater c'était pas ce le cas. soir que c'est pas le cas. Il nous reste plus beaucoup de temps, Stéphane. Donc, Oui, je comprends. c'est arrivé au bout comment cette histoire finalement? Vous m'avez dit avoir quitté cet établissement, avoir eu Oui. beaucoup de mal à digérer tout ça. Je suppose que ça a eu Oui. un impact émotionnel sur vous, Oui, bien sûr. parce que Tout vous à ne vous fait. êtes pas senti protégé. Non, j'ai pas été protégé, mais bon. Enfin, je précise aussi que j'ai eu des menaces téléphoniques également. J'ai porté 2 autres plaintes là-dessus. Donc, je peux pas en dire plus là-dessus parce que l'instruction est en cours, le dossier est encore dans la justice. Il y a eu des menaces téléphoniques, hein, dont une très précise avec Allahu Akbar au bout du fil, Voix et d'homme puis ou voix de me disant que femme? j'allais mourir. Ouais. Allahu Akbar, Voix d'homme ou voix de femme? voix d'homme. D'accord. D'accord, donc voilà, et donc l'instruction est toujours en cours. Moi, j'ai perdu mon poste fixe parce que j'ai demandé au rectorat de Poitiers de me sortir de cet établissement. Et j'ai été reçu le 9 juillet 2020, soit plus de 6 mois après les faits, où là j'ai demandé qu'on fasse quelque chose pour moi, sortez-moi de cet établissement, mettez-moi titulaire remplaçant, PZR, d'accord.
hein, et ils ont réussi, enfin, ils l'ont fait, si vous voulez. Et à la rentrée de septembre, je n'avais pas de poste. Je suis resté 3 mois sans poste, c'est-à-dire de septembre, octobre et novembre jusqu'à fin décembre, je n'avais pas de poste. Et c'est seulement récemment, c'est-à-dire, on va dire début janvier, que j'ai été envoyé dans un autre établissement, dans un collège, que je ne dirai pas évidemment, pour des raisons de sécurité. Et là, je fais mon travail tant que je peux. J'ai encore l'envie de le faire, mais je vais continuer mon combat, comme le fait Didier Lemaire de son côté, d'ailleurs, dont je salue le courage, avec son livre Lettres d'un hussard de la République, qui m'a et qui illustre bien ce qu'affrontent les enseignants face à l'islamisme radical, qui s'étend non seulement dans les grandes métropoles nationales, mais également dans des petites villes comme Cognac, d'accord, dans des villes de terroir à forte identité Ce qui est régionale, totalement y aberrant. compris là-dedans. Ce qui est Voilà. totalement aberrant parce que... Mais bon, vous noterez encore une fois que ces personnes, hein, ces extrémistes, ces salafistes, et finalement qui sont porteurs de valeurs qui ne peuvent pas cohabiter avec la vie ici, en France, euh, ont très bien compris que nous étions une terre de liberté, une Oui. terre où les lois étaient ce qu'elles étaient, et où finalement ils ont très bien compris jusqu'où ils pouvaient pousser, hein, leur petit jeu. Euh, on peut s'étonner en tout cas, après vous avoir écouté ce soir, euh, que qu'il n'y ait pas eu de texte revu et de loi votée euh, vers une tolérance zéro concernant les menaces faites à ceux qui enseignent à nos enfants, du plus petit âge jusqu'à l'université. Euh, il n'y a... Là, vous abordez un volet politique. Non, il n'y a pas Un de volet politique politique. là-dedans. Il n'y a pas de politique là-dedans. Ah, mais Il y a ça, c'est juste... votre vision, des choses, Monsieur Delacroix. Oui, Mais mais il y a... nos leaders politiques ont une autre vision. Ils essaient de faire une lecture politique de cela, et ils manquent de courage. Ils manquent énormément de courage. Peut-être, mais je ne pense pas que ça soit une question de droite ou de gauche, mais moi, c'est mon avis. Je ne fais pas de politique. Je dis simplement qu'aujourd'hui, après ce qu'il est arrivé, déjà à nos confrères de Charlie Hebdo et ensuite à Samuel Paty, que toute menace à l'encontre de personnes qui, dans le cadre de leur métier, et ça peut concerner aussi des policiers, ça peut concerner aussi des contrôleurs RATP ou des contrôleurs SNCF, ça peut concerner des éducateurs, parce qu'aujourd'hui, au nom de cet islam radical, beaucoup de personnes, dans le cadre de leur travail, sont menacées parce que ces gens-là, de toute façon, n'écoutent rien et n'ont qu'une idée en tête, c'est d'appliquer leurs idées rétrogrades et obscurantistes, et que nous sommes mous devant tout ça, et que nous n'osons pas finalement faire comme eux. Et dommage oui, qu'il y ait une certaine mollesse de nos politiques. J'en conviens avec vous. Merci bien. Mais j'en conviens avec vous, mais c'est la triste réalité. Et c'est ce qui nous perdra si ça continue comme ça. Voilà. Maintenant, Merci bien. et je pense que c'est l'idée enfin, c'est le sentiment de beaucoup de personnes ce soir. Et il n'y a pas une histoire de droite ou de gauche là-dedans. Il y a juste une histoire de respect les uns vis-à-vis des autres. Et surtout, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure, de la séparation entre une religion telle qu'elle soit et la, la vie en société. C'est ce qui s'appelle la laïcité. Et c'est ce pourquoi la France... est pourtant le pays des droits de l'homme, et pourtant il y a bien des hommes et des femmes qui outrepassent tout ça et qui malmènent justement cette notion de la liberté, malheureusement. Oui, ils profitent de la faiblesse de notre droit. Ouais. Mais comme à un moment en Angleterre, vous noterez que à Trafalgar Square, il y avait une tradition de laisser les gens déclamer leur thèse. Oui. Et puis il y a un moment Oui, en c'est Angleterre, à Hyde Park. à Oui, Hyde c'est Park, ça. voilà. Et à un moment en Angleterre, parce que les Anglais sont comme ça, c'est qu'il y a un moment, ils disent stop et c'est stop. Sauf que nous, on a du mal à être comme ça. Voilà. Tant qu'on n'aura pas compris
combien il faudra de profs, de policiers, d'éducateurs, en tout cas de personnes menacées, de journalistes aussi, puisque encore Oui, des dernièrement, journalistes. on a vu Ophélie Meunier, Ophélie Meunier, oui, j'ai pensé à d'M6, elle. qui a été menacée et qui maintenant bénéficie d'une protection policière. Je pense aussi à cette jeune Mila aussi. Ouais, c'est Euh, pareil, c'est pareil, c'est pareil. Mila qui a été inquiétée, qui est une jeune fille absolument au courage remarquable. Enfin, on est encore dans Et des bon, on est même si bien évidemment cette jeune fille n'a pas à subir le traitement et les menaces. Encore une fois, bon, il faut- vous savez, pour prôner euh, la paix et prôner la morale, il faut, je trouve, être exempt de tout reproche dans le comportement qu'on peut avoir. Il y a oui, des vous avez gens raison. qui ont eu un comportement remarquable jusqu'à maintenant et sans faire de vagues. Euh, bon, pour d'autres, encore une fois, sans qu'ils méritent cela, je pense qu'il y a des limites à ne pas franchir et il y a un savoir-vivre et une éducation à respecter. Et, Tout à et, fait. et par moments, certains, encore une fois, au nom de la liberté d'expression et au nom de la démocratie, peuvent aller trop loin. Et je pense aussi que ça, et je sais que je vais me faire sans doute chahuter sur les réseaux sociaux, mais je pense il faut faire attention à ça et bien avoir conscience de ce qu'on peut dire et faire, euh, et de ce que peut représenter pour l'autre, celui qu'on a en face de nous, ses croyances. Donc voilà, il faut essayer Disons, de modérer les choses et non, disons qu'il faut, on peut critiquer une religion, mais on ne peut pas juger les gens qui sont des croyants. Les gens qui sont des croyants, il faut les respecter. Moi, je respecte tous les croyants quels qu'ils sont, mais euh, je veux qu'il y ait aussi une liberté d'expression, et c'est la loi telle qu'elle a été écrite en 1905 et telle que l'a pensée Aristide Briand. complètement, Et complètement. Aristide Briand, il a eu cette phrase absolument remarquable: la loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne dicte pas la loi. Mhm. Mais enfin, je Or, vais vous dire, malheureusement, vous allez comprendre ce que je veux vous dire. C'est que je vais citer Jamel Debbouze, qui a dit qu'il était bien évidemment à 300% pour la liberté d'expression, mais que voir parfois l'image, par exemple, d'un pape ou d'un prêtre fesses nues en train voilà, dans une position pas très avantageuse, c'était pas quelque oui, chose qui le faisait rire. Et moi, je partage son avis aussi. je, Donc, je peux comprendre que il y a ça, des c'est du limites mauvais goût, dans tout si vous ça. voulez. Ouais, ouais, Ah, mais le mauvais goût fait partie aussi de la liberté d'expression. Donc, oui, oui. visiblement, voilà. Et je dirais que d'un côté comme de l'autre, il y a des gens qui se servent vous voyez, de tout ce que peut fournir comme extrême ce type de notion. Mais là, on est parti sur un grand débat et ça pourrait durer toute la soirée. Oui, tout Donc, à fait, je oui. vous souhaite une bonne soirée, Stéphane, et merci pour votre appel ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Et merci de m'avoir donné la parole, Olivier. Je Merci vous en beaucoup. prie. Au revoir.